Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver avec Éric Ciotti, qui publie Autorité. Voici le livre aux éditions du Moment. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc l'un des spécialistes, vous êtes parlementaire et l'un des spécialistes des questions de sécurité à l'UMP. Question politique concernant Jean-Marie Le Pen ce matin. Est-ce que vous considérez que cette crise au Front National est une bonne nouvelle pour vous ou pas ? C'est la faillite d'une entreprise familiale. Je crois qu'à terme, ce qui se passe va éclairer les Français sur la vraie nature du Front National et oui, va contribuer à faire dégonfler cette illusion, cette bulle médiatique, cette tromperie qui abuse les Français sur la réalité du Front National. Le Front National, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise familiale partagée entre le père, la fille, désormais la petite fille, le gendre, les autres, vous allez la voir les dans le autres Sud-Est, filles. Absolument. Et nous la battrons avec Christian Estrosi. Mais en même temps, je dis le Front National, c'est un danger par son programme, un programme économique délirant. Vous venez de dire que vous alliez l'exploser et en même temps vous dites qu'ils sont extrêmement dangereux. Alors il faudrait savoir. Le programme économique est délirant. Oui. Est délirant. Donc oui, nous allons les battre parce que nous allons démontrer aujourd'hui que ce programme est délirant. C'est le même que celui de Mélenchon. Les travaux pratiques du Front National, les Français peuvent regarder, c'est la Grèce. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. Madame Le Pen a soutenu Syriza. Donc demain, si le programme du Front National, par malheur, était mis en place en France, on aurait les mêmes résultats que la Grèce. Donc si je vous comprends bien, Éric Ciotti, ce matin, l'aspect roi Lear de la bataille entre la fille et le père est moins important que le programme économique. Peu importe, je dirais que c'est une des facettes de cette réalité du Front National. L'objectif, c'est pour eux de conforter une entreprise familiale. La fille évince le père. Et en trompant les Français avec des illusions, avec un programme délirant qui surfe sur le malheur des Français. Que dans votre région, le Sud-Est, le face-à-face entre Christian Estrosi et justement Marie-Marion Maréchal Le Pen va créer pour beaucoup de gens une sorte d'anticipation de ce que pourrait être à droite et à l'extrême droite les présidentielles de 2017. C'est pour cela que nous avons un devoir de victoire et que la victoire pour notre famille politique, qui est désormais unie, rassemblée, sera au rendez-vous. Question, est-ce que vous allez voter la loi sur l'enseignement ? Oui, absolument. Je voterai la loi sur le renseignement. Je m'exprimerai cet après-midi à la tribune de l'Assemblée pour le dire, puisque je serai le porte-parole de l'UMP. Cette loi ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. Elle est nécessaire, même si je le dis, elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire face à un contexte terroriste très fort, où la menace terroriste est maximale. Aujourd'hui, il convient de surveiller environ 5000 personnes. Il y en avait 50, quelques dizaines, il y a ne serait-ce que 4-5 ans. Donc il faut adapter nos techniques. C'est ce que fait cette loi. Donc la fameuse valise qu'on transporte partout pour écouter tout le monde ne vous inquiète pas ? Ces valises existent déjà. Elles sont utilisées, sans autorisation réelle. Elles sont utilisées dans un cadre judiciaire, notamment dans un cadre très flou. Aujourd'hui, toutes les procédures vont être suivies, contrôlées par une commission composée notamment de magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Donc vous n'êtes pas inquiet ? Qu'en matière de liberté, ce que j'entends n'est pas pertinent, n'est pas justifié. Je ne pense pas que cette loi soit liberticide. Ni le bâtonnier, ni des gens comme Pierre Lelouch qui appartiennent à votre famille, ni les 60 députés qui s'apprêtent à ne pas la voter et qui sont pour une grande partie d'entre eux membres de l'UMP. Je ne crois pas que leur crainte soit justifiée. L'UMP, cet après-midi, vous le verrez, Guillaume Durand, très majoritairement soutiendra ce texte. Mais est-ce que c'est pas un piège ? Parce que finalement, vous allez vous retrouver, vous essayez de combattre frontalement, François Hollande, mais là, vous lui apportez vos voix dans un contexte qu'il favorise. C'est la défense de l'unité nationale face au terrorisme. Je crois qu'il ne faut pas se poser cette question. S'il y a bien un sujet qui mérite qu'on fasse abstraction des conflits traditionnels, des clivages traditionnels, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. Nous avons eu, avec Nicolas Sarkozy, je le dis,
une attitude de dignité irréprochable depuis les attentats du mois de janvier, ce que n'avaient pas eu les socialistes, rappelons-le, au moment de l'affaire Mera. Donc nous devons conserver cette attitude. Je le redis, et je préside la commission d'enquête sur le suivi des filières djihadistes, la France est une cible, peut-être la cible privilégiée par les terroristes aujourd'hui. Donc nous devons ne pas être naïfs, nous ne devons pas concéder du terrain, nous devons avoir des armes juridiques, mais aussi des moyens humains et budgétaires pour mieux prévenir le terrorisme. Le risque zéro n'existe pas, mais de quoi s'agit-il dans cette loi? De mieux détecter la menace. On voit ce qui s'est passé à Villejuif, on voit ce qui s'est passé encore aux États-Unis, donc la menace, elle est là, elle est à nos portes, ne soyons pas naïfs face au terrorisme. Après avoir lu votre livre, il y a deux choses qui m'ont paru, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve concernant la laïcité, le voile, etc. Mais il y a deux choses qui font réfléchir ce matin. D'abord, est-ce que vous êtes pour les camps concernant les djihadistes qui reviennent? Oui, c'est une proposition. Les camps, je ne sais pas si c'est le mot. J'ai proposé des centres de rétention. Je pense qu'il faut une procédure pour prévenir la menace, que ceux qui présentent un risque soient aujourd'hui dans un cadre ou judiciaire ou administratif, placés dans des centres de rétention. Donc ça, vous l'ajouteriez à la loi si vous revenez au pouvoir? Absolument. Je disais que la loi était insuffisante. Je pointerai ses défauts. Je l'ai fait à l'Assemblée nationale. Cet aspect n'est pas du tout abordé. Ce que nous voulions, c'était une loi cadre. Donc si vous arrivez au pouvoir en 2017, ça sera ajouté? Absolument. Personnellement, je le soutiendrai. C'est d'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'a précisé également, c'est dans les propositions de l'UMP. Et l'autre chose qui concerne alors là plus globalement la société française et qui évidemment intéresse beaucoup les jeunes, oui ou non, est-ce que vous êtes partisan du retour au service militaire classique? Classique, non. Je propose dans mon livre un service national obligatoire d'au moins 3 mois qui pourrait revêtir un cadre civique, pas forcément un cadre militaire. Oui, mais il n'est pas obligatoire. La différence que je propose est essentielle. C'est ce caractère obligatoire, un service national pour tous, filles, garçons, pour tous, qui pourrait se dérouler soit dans des services publics. Et à quel âge? 18 ans, entre 18 et 24 ans, je pense. Un peu à la carte en fonction les études, naturellement, selon la personnalité. Un service national qui pourrait se passer dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, mais également dans les services sociaux, dans des associations. Donc, mais je crois qu'il faut redonner aux jeunes, c'est le sens de mon livre aujourd'hui. Notre pays a besoin d'autorité, les Français réclament de l'autorité et jamais l'État n'a exprimé une autorité aussi défaillante qu'aujourd'hui. Nous sommes donc en direct avec Éric Ciotti sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Question, c'est le jour du basculement du non, en tout cas le bureau politique. Après, évidemment, ce sera voté. Il y a toujours des gens du côté d'Alain Juppé. Ce matin, on va entendre François Fillon s'exprimer, qui ont, disons, des réticences entre le non-UMP et le passage aux Républicains. Il y a même des sondages qui ont montré qu'une partie des adhérents de l'UMP n'y étaient pas favorables. Est-ce que vous y êtes définitivement favorable? Personnellement, j'y suis très favorable. Je trouve que réclamer, s'identifier aux valeurs de la République aujourd'hui, au moment où elles nous font si cruellement défaut, est un message d'espoir, est un message de volonté, donc j'y suis très favorable. Je note que Alain Juppé, hier, dans son blog, a également souligné qu'il y était favorable, et ce matin, François Fillon également a dit qu'il voterait pour ce non, les Républicains. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui construire... Donc le débat est passé, quoi. Construire une nouvelle famille politique. Les militants se prononceront, mais je crois qu'il y a un consensus assez large pour se retrouver derrière ces valeurs de la République, les réclamer, les affirmer. Nous les avons peut-être un peu trop écartés du débat public aujourd'hui. L'autorité républicaine en fait partie, d'ailleurs. Comme des intellectuels, par exemple, comme Jean-Noël Jeannet, vous disent que c'est tout simplement du vol, parce que la République, au 19e siècle, c'était quand même la gauche contre la restauration de la monarchie, et donc là, on serait dans une sorte de triangulation. Si ça gêne la gauche, ça veut dire que peut-être c'était l'objectif. Ça veut dire que c'était l'objectif. Que l'idée est pertinente, parce que donc c'est plus l'objectif. La gauche a démissionné, a quitté, a abandonné beaucoup de valeurs républicaines. On parlait
de l'autorité, on parle de la laïcité. On voit aujourd'hui que le Parti socialiste est soumis à l'influence très forte du communautarisme. Ça a été notamment mis en exergue par Terra Nova qui voulait substituer la classe ouvrière, le vote ouvrier, par le vote immigré. Groupe. Oui, mais il a beaucoup inspiré le Parti socialiste. Ce courant communautariste au sein du PS qui s'oppose aux véritables tenants de la laïcité. On a dit la même chose avec Nicolas Sarkozy quand il a promu un certain nombre de gens venant de l'immigration ou participé à la naissance du Conseil national du culte musulman. Aujourd'hui, je crois qu'il est impératif, compte tenu des menaces qui pèsent sur notre pays, compte tenu des inquiétudes sur le maintien de notre mode de vie, de notre culture, de notre identité, de réaffirmer, de se réapproprier ces valeurs de la République. C'est ce que nous voulons faire avec cette nouvelle famille, avec une organisation plus démocratique, avec aussi un projet qui va reposer sur ces piliers porteurs de la République. Eric Ciotti, dernière question. François Hollande revient donc des pays du Golfe, des monarchies du Golfe. Les 3 ans à l'Élysée vont être marqués par à la fois un discours et puis en même temps la réception d'un certain nombre de Français. Vous les qualifieriez comment, ces 3 années? De calamiteuses. Ces 3 années, ce sont 600 et quelques mille chômeurs de plus, avec il va vous répondre un décrochage, la Libye, le déficit, la non-vente du Rafale. Avec un décrochage très fort par rapport à tous nos partenaires européens. Partout, on crée des emplois en Europe. Partout, la croissance repart. Partout, le chômage diminue, sauf en France. C'est parce qu'il y a un problème spécifique, parce qu'il y a eu cette incohérence de politique économique. François Hollande a été élu sur un discours mensonger et il tient aujourd'hui, il veut essayer, il ne le fait pas, de tenir une politique à l'inverse de celle pour laquelle il a été. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Tout à l'heure, vous nous parliez justement du terrorisme. Vous savez bien que, par exemple, sur ce sujet-là, vous dites qu'il faut être plus ferme, il faut faire preuve d'autorité. On va vous répondre, ils vous répondent déjà la Libye. Vous connaissez l'argument. La Libye, je redis que cette intervention était pertinente. D'ailleurs, je note à l'époque ce qui démontre la duplicité du discours de M. Hollande, qu'il soutenait cette intervention. Elle s'est faite sous mandat de l'ONU. Elle a évité un massacre. Ce qui n'a pas été fait, c'est la transition démocratique. Les élections ont eu lieu à l'été 2012. À l'été 2012, qui était président de la République? Je crois bien que c'était M. Hollande. Merci donc Eric Ciotti. Je rappelle donc l'existence de ce livre qui s'appelle Autorité et qui sont les propositions que vous faites pour redresser la République. C'est aujourd'hui donc le vote de la loi sur le renseignement. Et vous allez la voter cette loi. Il est 8h28. On va retrouver Hélène et tous nos amis sur l'antenne évidemment de LCI et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous, bien évidemment.